Le Congo démocratique est sans conteste le pays le plus riche du monde, mais voilà que ses entrailles d'or, de cobalt, de coltan et de cuivre semblent lui avoir ruiné. Camarades, frères et sœurs de lutte, permettez-moi, en ce 4e numéro de la Tribune Bantou, et le premier de ce mois de mai, d'ouvrir cette réflexion sur un paradoxe cruel, celui de nations comblées par la nature, mais condamnées à la misère. N'est-il pas étrange qu'un pays dont les sous-sols nourrissent les intelligences artificielles et les fusées modernes peine encore à tracer des routes pour ses paysans, que le Congo soit appelé miracle géologique par les géographes, mais tragédie humaine par ses propres enfants, que ces minerais alimentent les bourses de l'Occident, mais que ces malades périssent dans des hôpitaux en manque de matériel. Non, nous ne pouvons pas justifier cela par une malédiction jetée par quelque divinité antique. Non, ce n'est pas l'effet d'un mauvais sort cosmique, car il existe, camarades, des pays qui, eux aussi, furent dotés de richesses naturelles, et qui ont su en faire des tremplins vers le développement, non des chaînes vers l'abîme. Alors, osons poser la question, cette malédiction ne frapperait-elle que ceux qui ont été préparés à la subir? Si cette malédiction n'est pas une fatalité, qu'est-ce donc qui relie tant de pays riches en ressources et pauvres en développement? Pourquoi cette répétition, ce motif constant d'échec, là où la matière abonde? Pour répondre, plongeons ensemble dans deux concepts économiques qui lèvent le voile sur cette tragédie moderne. Le premier, c'est celui d'État rentier, tel que formulé par Terry Lynn Carl. Elle nous apprend que l'État qui tire l'essentiel de ses revenus, non pas du travail productif de ses citoyens, mais des rentes issues de ses ressources naturelles, devient un État déconnecté. Déconnecté de sa population, déconnecté de ses responsabilités. Dans de tels régimes, le pouvoir ne repose plus sur le consentement fiscal, mais sur l'extraction brute. Et quand le peuple ne finance plus l'État, l'État ne se sent plus redevable envers le peuple. Même dans un pays qui se dit démocratique, et la RDC en porte le nom, la verticalité du pouvoir l'emporte sur l'horizontalité de la redevabilité. Le Parlement, censé représenter les citoyens, devient souvent la cour du roi. Et la démocratie n'est plus qu'un mot, vidé de son peuple. Mais cela, à lui seul, n'explique pas tout. Approchons-nous alors du second concept, celui de la trappe à pauvreté, tel que formulé par Paul Collier. Il montre que les États surdotés en ressources naturelles investissent peu dans les secteurs vitaux, comme l'éducation, la santé, l'agriculture, car le gain immédiat des mines les hypnotise. La diversification économique est sacrifiée sur l'autel de la rente. Le pays devient un monosecteur, accroché à l'extraction comme un malade à sa perfusion. C'est ce que l'on appelle la maladie hollandaise. La richesse d'un seul secteur fait grimper la monnaie nationale, ruine les exportations agricoles et industrielles et laisse l'économie sans souffle. Et souvent, ces pays croupissent sous les dettes lorsque les marchés changent de camp. La République démocratique du Congo n'échappe pas à cette spirale. Sous le mandat de Félix Tshisekedi, la dette publique du pays est passée de 5,5 milliards de dollars en 2019 à plus de 10 milliards en 2024, soit une augmentation de plus de 80% en 5 ans. Pourtant, dans le même temps, les recettes minières ont explosé. Ce paradoxe budgétaire illustre parfaitement notre dépendance aveugle à une richesse qui ne construit pas. Ainsi, camarades, la malédiction n'est pas dans la matière, mais dans la manière. Ce ne sont pas les gisements qui tuent, mais les décisions. L'abondance mal gouvernée devient poison. Et le pays qui croit pouvoir vivre uniquement de son sol finit souvent par y être enterré. Outre les failles internes que nous avons déjà évoquées, camarades, il nous faut désormais élargir le champ de notre lucidité. Car la pauvreté des pays riches en ressources naturelles ne relève pas uniquement d'une faiblesse locale. Elle est le fruit d'une architecture internationale, patiemment construite, cyniquement maintenue,
et activement alimenté par des intérêts qui dépassent nos frontières. Oui, il existe un système mondial financier, diplomatique, militaire, commercial, qui se nourrit du sous-développement des nations riches en minerais. Ce système ne fonctionne jamais seul. Il agit avec des relais, des complices, des passeurs d'intérêts. Et ces relais, camarades, ce sont souvent les élites locales, trop souvent coupables de haute trahison contre leur propre peuple. Pour quelques miettes du gâteau, ils signent, ils ferment les yeux, ils bradent. Permettez-moi de le redire avec la fermeté qu'exige la vérité. Le problème du Congo démocratique n'est pas celui de sa terre, mais celui de ses hommes. Le problème de ce pays, c'est l'homme congolais, quand il choisit de devenir le chien de garde d'intérêts étrangers ou personnels, au lieu de se faire le bouclier de son peuple. Le chercheur Axel Dreher, avec Andreas Fuchs, a démontré que l'aide au développement et les accords bilatéraux sont souvent accordés non pour soutenir les peuples, mais pour garantir l'accès à des ressources stratégiques. Il lie le destin de nos nations au profit des grandes puissances et utilise nos fragilités institutionnelles pour établir des dominations discrètes, mais durables. Le Congo, camarades, n'est pas victime d'un chaos naturel. Il est le théâtre d'une guerre géoéconomique. Et dans cette guerre, nos dirigeants signent les traités, mais ce sont les enfants de Beni, de Kolwezi, de Goma qui perdent le prix en sang. Aujourd'hui encore, l'on parle d'un accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Officiellement, il s'agit de coopérer sur les minerais critiques. Officieusement, il s'agit pour Washington de sécuriser son approvisionnement en cobalt et en terres rares face à la Chine. Et que fait Kinshasa? Elle accepte, sans cadre souverain, sans débat public, sans vision nationale. Ce n'est pas un contrat, c'est un continuum. Ce n'est pas une coopération, c'est une dépendance renouvelée, sous une nouvelle bannière. Comme nous venons de le voir, camarades, ce n'est pas la possession des ressources qui condamne une nation, mais l'absence de leadership éclairé et de gouvernance efficace. L'histoire des peuples n'est pas écrite par la géologie, mais par la main de ceux qui les dirigent. Et puisque cette tribune n'a pas vocation à enfoncer des portes déjà ouvertes sans proposer d'issue, permettez-moi d'esquisser une piste de salut, à partir des réflexions croisées d'économistes reconnus et d'un homme d'État de mon pays, Matata Ponyo Mapon, dont les travaux méritent ici d'être salués, au-delà des considérations partisanes. Matata affirme que la malédiction des matières premières est un artefact, un piège d'interprétation. Selon lui, ce que l'on nomme malédiction n'est que le reflet d'un échec humain et institutionnel. Ce n'est pas le cuivre qui tue, c'est la faiblesse du contrat qui le vend. Ce n'est pas le coltan qui appauvrit, c'est l'absence d'une stratégie publique de transformation. Le cœur du problème, c'est ce qu'il appelle le binôme leadership-gouvernance. Il va plus loin encore, à travers un modèle inspiré de la théorie des jeux, il démontre que les dirigeants font constamment face à des groupes d'intérêts, le Léviathan africain, qui les poussent à faire des choix contre l'intérêt général. Mais le véritable homme d'État est celui qui résiste à ces pressions et choisit l'intérêt collectif, même si cela coûte cher à court terme. Cette vision rejoint les propositions de Jeffrey Sachs, pour qui la priorité des nations riches en ressources doit être l'investissement dans le capital humain, éducation, santé, infrastructures de base. Un pays ne peut pas bâtir son avenir sur la matière seule. Il doit investir dans la conscience, dans l'intelligence, dans la dignité humaine. Paul Collier, quant à lui, propose des instruments concrets pour sortir de la dépendance à la rente, un fonds souverain, pour sécuriser les revenus issus des ressources et éviter leur dissipation, des contrats miniers transparents, publiés et accessibles, un système fiscal solide pour que les profits des entreprises bénéficient au peuple, une diversification économique pour ne pas dépendre d'un seul secteur. Tous ces éléments forment les briques d'un même édifice, la souveraineté économique,
non pas rêvée, mais construite. Camarades, frères et sœurs, il est temps de comprendre que la République démocratique du Congo n'est pas condamnée. Elle se trouve à un carrefour historique. Elle peut continuer de répéter les erreurs du passé ou bien choisir le chemin du courage politique, de la lucidité économique et de la maîtrise sur ses propres ressources. Nous l'avons démontré. La misère n'est pas une fatalité. Elle est un choix politique, une démission collective. Et si tel est le cas, alors nous avons encore le pouvoir de choisir autre chose. Le moment est venu de rompre, non pas seulement avec les accords iniques, mais aussi avec les cadres mentaux qui les rendent possibles. Car il ne suffit pas de changer les contrats, il faut changer les logiques. Il ne suffit pas de négocier mieux, il faut penser autrement. Il est temps de parler de souveraineté minérale, non comme d'un slogan, mais vraiment comme d'une stratégie. Souveraineté, cela signifie que c'est nous qui décidons où, quand, comment et pour qui sont extraites nos ressources. Cela signifie que l'extraction doit s'accompagner de transformations locales, d'une fiscalité juste, de redevabilité publique. Cela signifie que le cobalt du Congo doit enrichir les Congolais et non les multinationales qui n'en connaissent ni la terre ni le sang. Mais cette souveraineté sera un leurre si elle ne s'accompagne pas d'une souveraineté mentale. Tant que nous continuerons à croire que notre salut viendra d'un nouveau partenaire stratégique, d'une main tendue venue de Washington, Pékin ou Bruxelles, nous serons encore des colons sur notre propre sol. SN2. Maître et l'élève. Il faut déraciner l'idée que l'Occident est le maître et que l'Afrique est l'élève. Il faut tuer ce complexe qui rend dociles nos négociateurs et muets nos peuples. Et à cette double souveraineté minérale et mentale, il faut ajouter une troisième, la souveraineté politique. Celle qui consiste à bâtir des institutions indépendantes, courageuses, transparentes. Des institutions capables de résister à la corruption, de réguler les contrats, de protéger les générations futures. Il n'y aura pas de prospérité sans colonne vertébrale institutionnelle solide. Camarades, frères et sœurs bantous, nous devons reconstruire une doctrine, une vision, un rêve économiquement structuré. Nous avons assez de penseurs, assez de données, assez d'alertes. Ce qui nous manque, c'est le courage. Le courage de rompre, de refuser, de bâtir à partir de nous-mêmes. Car il ne sert à rien d'extraire de l'or si l'on ne sait en faire une nation. Tant que le peuple ne pense pas par lui-même, d'autres penseront pour lui et contre lui.